ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Tu l'as pas envoyé à mon frère? Bonjour, en publiant un deuxième livre à succès, je ne dis pas un second car j'en espère un troisième, Jean-Claude Brialy a bien mérité d'accéder au grade d'invité d'honneur. Voici vos grosses têtes. Quand il sera complètement à la retraite, il tirera au fusil de chasse sur les jeunes qui font du bruit au bas de son immeuble. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Très simple dans la vie privée, mais très porté sur le chichi dans la vie professionnelle. Jacques Maillot. Il rêve parfois de poser son verre de scotch sur la tête de Sarkozy. Jean Amadou. Il a été longtemps le maîtreur favori de Jean-Michel, Thierry Roland. Bonjour. Le théâtre lui laisse désormais le temps de lire les livres qu'il publie, Pierre Bellemare. Et puis notre invité d'honneur, il est le maître Jacques généreux d'une société avare de ses talents et de ses coups de cœur, Jean-Claude Brialy. Comment, cher Jean-Claude, vous qui possédez une si bonne mémoire, avez-vous pu oublier de dire tant de choses dans votre premier bouquin ? Vous savez, j'ai fait un peu de sélection et puis je voulais parler avec des gens qui m'avaient rendu heureux. Il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. Non, je n'ai pas parlé de vous, mon cher Philippe. Non, c'est vrai. Mais quand je vois comme vous en malmenez d'autres, je considère que c'est plutôt un traitement de faveur. Pas beaucoup. Quelques-uns. Pas beaucoup. Mais c'est cela qu'on parle, vous avez remarqué ? Toujours. Toujours, hein. Je dis des choses, enfin j'espère, aimables sur François Perrier et sur Jacques François et sur beaucoup d'autres, bien sûr sur Michel. Et ils n'ont pas remercié ni l'un ni l'autre. Non, mais tout d'un coup, il y en a un que j'ai gratigné un petit peu et là, tout d'un coup, ça devient une fête nationale. Enfin bon, écoutez, c'est pas grave. Dans le match que se livrent vos meilleurs souvenirs féminins, qui l'emporte de Marie-Belle ou de Marlène Dietrich, de Françoise d'Orléac ou de Jeanne Moreau ? Ava Gardner. Ava Gardner. Bon. Bah oui. Parce que les autres, elles sont restées des amies. Ava Gardner est devenue, peu de temps, malheureusement pour moi, une maîtresse de nuit. Qu'est-ce que vous appelez peu de temps ? 15 jours. 15 jours. Oui, elle m'a jeté au bout de 15 jours, elle a trouvé que j'étais inapte au commandement. Compte tenu de son tempérament, 15 jours, vous n'avez pas dû chômer. Oui, 15 jours, ça veut dire 15 nuits et plusieurs fois par jour. Ah, dis donc. Mais j'avais 22 ans. Quel est votre cimetière parisien préféré ? Montmartre. Mais c'est vraiment le hasard. Pourquoi ? D'abord parce que pour aller à la campagne chez moi, je passe au-dessus du cimetière Montmartre. Enfin, je passais puisque maintenant il y a l'autoroute. Là, un jour, il faudra vous arrêter. Absolument. Mais je me suis dit que c'était bien d'avoir des gens qui passaient sur le dos quand même, ou sur le ventre. Et puis à côté, il y avait un très grand cinéma. Il y avait un grand cinéma, le Gaumont Palace, qui a été détruit maintenant. C'est un hôtel moche. Mais enfin bon, je me dis, il y a des chambres, il y a des gens qui feront l'amour, qui vivront, ça sera bien. Mais il y a le train qui passe à côté. Ça va faire un peu de bruit, mais le conservateur du cimetière, quand j'ai acheté ma concession, il m'a dit, c'est bien que vous soyez à côté de la dame aux camélias, comme ça vous l'entendrez tousser la nuit. C'est joli. Pourquoi aimeriez-vous connaître, c'est dans le livre, j'ai oublié de vous dire, l'adresse de la dernière demeure de Louis de Funès ? Parce que Louis a été enterré dans sa propriété, ce qui est il faut une autorisation spéciale. Et donc je savais où il était. Et puis quand la famille a vendu la propriété, on l'a enlevé de là et on l'a mis je ne sais pas où, dans un cimetière bien sûr. Ça me réveille pas la nuit, mais enfin c'était un ami et j'aimerais bien savoir où il est, c'est tout. Il y a des jours où vous faites une tournée ? Oui.
vous avez raison. Oui. Quand d'un coup ça me prend, je fais les cimetières. J'aime beaucoup les cimetières. J'aime pas les enterrements, contrairement à ce qu'on pense. Mais j'aime beaucoup les cimetières parce que d'abord on y voit des tombes absolument farfelues et démentes. Et puis de temps en temps je vais dire bonjour à des amis. Vous n'aimez pas les enterrements, et alors j'ai lu quelque part, parce que c'est là, Thierry Roland vous le dira, qu'on est le plus tranquille pour lire. Et voilà. J'ai lu quelque part que à votre enterrement, vous ne voudriez pas de représentants de votre famille. Il y en a plus beaucoup, mais de toute façon ils sont interdits de séjour. Vous dites que ce sont tous des cons. Non, je n'ai pas dit que ce sont tous des cons. J'ai dit que je suis fâché avec une plus grande partie de ma famille, donc je n'ai aucune raison qu'ils viennent à la fois à l'enterrement et pour voir si je leur ai... Je suis né d'un petit milieu bourgeois étriqué où on ne voyait que des cons. Ah oui, on ne voyait que des cons, mais je veux dire que ma famille... Les cons sont morts. S'ils sont moins cons, les vivants, admettez-les auprès de vous, non? Non. De toute façon, ils n'ont rien à toucher, donc il n'y a rien à prendre, donc tout va bien. Vous savez, c'est Arletty qui me disait ça le matin du 1er janvier. Je l'appelais tous les matins très tôt, le 1er janvier, à 8h du matin, parce qu'elle écoutait la radio toute la nuit, elle se réveillait à 5h. Et puis je téléphonais à 8h, je disais alors Arlette, je vous souhaite une bonne santé, puis surtout de la tendresse, de l'amour, de l'amitié autour de vous, enfin tout ce que vous avez, de la jeunesse. Et puis elle prenait un temps et elle disait « Et que la connerie meure et c'est pas demain ». Vous ne devez pas dormir beaucoup parce que avec tout ce que vous faites, les multiples carrières qui se superposent et avec beaucoup de bonheur les unes aux autres, vous trouvez le moyen de faire la tournée des morts et d'appeler les copains en mauvaise santé. Vous savez, je dors 8 heures, donc je me lève tôt le matin, je me couche tôt le soir. Et puis la tournée des morts, c'est vraiment une fois par an. Hein. Ah bon? Et c'est pas le 1er novembre. Et vous pouvez faire du groupage, parce que par exemple, au Père-Lachaise, vous avez au moins 40 personnes de connaissance. Absolument, mais je vais pas beaucoup. Vous avez un petit plan ou vous cherchez au hasard? Non, j'ai un petit plan et je vais voir mes amis. Ce qu'il y a de bien avec eux, c'est qu'ils sont toujours là. Non, mais là, je m'aperçois, c'est fou parce que la tombe de Piaf est couverte de fleurs toute l'année et d'autres sont abandonnées complètement. Donc on voit aussi la popularité, l'amour du public et de la famille, quelque part. Mais est-ce que les vedettes d'aujourd'hui n'ont pas moins d'envergure que les monstres sacrés d'hier? C'est-à-dire que c'est une autre vie. Quand Marlène Dietrich m'a raconté qu'elle descendait à 5h du matin au studio, que pendant 2 ou 3 heures on la coiffait, maquillée, qu'on la mettait dans une espèce de niche avec un voile pour que même les machinistes ne la voient pas. Elle arrivait, on la posait au milieu du plateau, sous les lumières, et seulement là, ils pouvaient la découvrir. Et que le metteur en scène lui parle à l'oreille, et elle est restée invisible pour les gens du quotidien. Il n'y a que la maquilleuse et la coiffeuse qui la voyaient. Et il y avait ce mystère. Aujourd'hui, on voit des actrices faire leurs 2 œufs sur le plat, avoir des enfants, changer de mari, enfin, alors que toutes ces actrices comme Marlène ou comme Garbeau avaient des vies secrètes, mystérieuses et puis lointaines. Mais alors, ça peut-être que ça tient à l'indiscrétion des médias, le secret. Bien sûr aussi, il y a ça aussi. Hein. Enfin, vous savez, les vraies stars, Sarah Bernard faisait croire, elle dormait dans son cercueil avec les lettres d'amour de ses amants, elle se faisait greffer une queue de panthère, il y avait aussi la réclame, là. On racontait ce qu'on voulait puisqu'il n'y avait pas la radio et la télévision. Aujourd'hui, on a un peu démocratisé tout ça et en même temps, nous en France, on n'a eu qu'une vedette, c'était Brigitte Bardot. Qu'une star. C'est la seule qui était connue dans le monde entier. Car être une star, c'est être connu par les gens de la rue. La pauvre Françoise Sagan est passée, voilà quelques jours, du clan de ceux que vous appeliez pour prendre des nouvelles de leur santé au clan de ceux que vous allez voir une fois par an. Mais vous dites, chemin faisant, qu'il valait mieux la lire que l'écouter, hein? Non, je disais Elle avait une élocution un peu chaotique. Oui, tout le monde le sait, elle bégayait, elle était tellement nerveuse et tellement... Elle hachait ses mots, mais à travers ses mots, on décryptait l'essentiel. Et en tous les cas, c'est vrai qu'il valait mieux la lire, parce que là, c'était plus clair. Mais elle était la personne la plus intelligente que j'ai rencontrée dans ma vie depuis Cocteau. Elle avait une intelligence incisive, rapide, vive et claire. Et l'élégance de Françoise Sagan, comme celle de Cocteau, c'est de faire croire quand on est intelligent que les autres sont aussi.
Ah oui, ça c'est de l'abus de confiance. Est-ce que vous n'avez pas peur que le fantôme d'Yves Montand vienne vous tirer par les pieds durant une nuit de pleine lune? Pas du tout. J'ai lu dans la presse que j'avais raconté qu'il était homosexuel. Il n'était pas du tout homosexuel. Non, ce que j'aimais pas, c'est sa malhonnêteté politique et sa malhonnêteté humaine. D'ailleurs, tout ça m'a été confirmé par beaucoup de vedettes du music hall qui savaient depuis longtemps qu'il avait été le petit ami de ce rédacteur. Mais non, c'était malvenu de me traiter de tapette, d'enculé et de pédé ou je ne sais quoi, quand j'avais appris 8 jours avant qu'il était le petit ami d'un chanteur très connu qui s'appelait Rédacteur. Simplement, je dis aussi que quand on touche 80 millions d'anciens francs, c'est-à-dire 800 000 francs pour faire une émission de télévision avec Madame Sinclair, et que la première phrase qu'il dit, c'est dire aux Français, c'est serrez-vous la ceinture, je trouve ça tout de même un peu léger. Oui, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Non, mais je vous mets pas en cause, là, mais d'ailleurs, il y a des choses ce qui est mal tombé. Oui, à cause du bouquin de sa belle-fille. Ça, je ne le savais pas. Si je l'avais su, je l'aurais pas mis, moi. Vous l'auriez enlevé? Oui, parce que ça rajouté quelque le créneau était déjà occupé. Oui, non, puis c'était pas la peine d'en remettre. La libraire de Baden-Baden, ça m'a beaucoup ému. Oui. Ah oui. Vous l'avez revue par la suite? Non, oui, j'ai eu une fois, elle était restée un peu forte, mais blonde, décolorée, charmante, avec un joli sourire. C'est elle qui vous avait fait vos premiers pas. Qui a fait de moi un homme. Dans l'amour. J'étais un peu raté tout de même. Ça s'est passé dans l'arrière-boutique? Oui, j'avais 15 ans et demi et 16 ans. Ah là là, elle s'en prenait aux jeunes? J'étais pas en avance, hein. Pour l'époque, si. Ah si, 15 ans et demi à l'époque. J'étais normal? Oui. Bon, ça va. Vous, monsieur Bellemare, qui êtes le doyen absolu. Me voilà dans la ligne de mire. Ça a été à quel âge? Beaucoup plus tard que Brialy. Ah oui. Mais pas dans une arrière-boutique, dans un prêt. À la campagne. Oui. Couché dans le foin. Oui, absolument. Et c'est la fermière? Et pas du tout. J'ai en fait, j'ai couché pour la première fois avec celle qui allait devenir ma première femme. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ah oui. Vous étiez venu lui vendre quelque chose, non? Pas du tout, c'était elle qui était venue me voir en Allemagne, où je faisais mon service militaire. Et comment ça avait commencé avec la libraire de Baden? C'était une Française ou une Allemande? C'est une Française, et puis j'ai acheté des livres. Oui. En général, dans une librairie. C'est-à-dire, vous êtes entré dans la boutique? Non, j'allais plusieurs fois. Elle était jolie, elle sentait bon, elle sentait du garlin, je me souviens. Elle était maquillée, pas trop. Elle avait une jolie peau. Et puis elle était très gentille. Elle me disait, si tu veux boire quelque chose, tu veux un petit peu de champagne. Elle buvait du champagne l'après-midi, ce qui me paraissait extravagant. Et je disais, elle est vraiment bizarre, étrange, magnifique, voilà. Et puis un jour, elle m'a dit, est-ce que tu veux prendre le thé derrière? Je suis allé prendre le thé et le reste. Vous avez accepté? Tremper mon petit gâteau, si j'ose dire. Vous lui avez pas dit, je me réserve pour Ava Gardner ou... Non, je me suis rien réservé du tout. J'étais très content de cette découverte de l'amour. Elle vous a fait lire en même temps? Non, j'ai lu après. Ah bon? Et j'ai compris où je m'étais trompé, quoi. On retrouve la suite des grosses têtes sur RTL avec Philippe Bouvard et Pierre Bellemare, Jean Amadou, Thierry Roland, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni et l'invité d'honneur est Jean-Claude Brialy pour le 2e tome de ses mémoires, J'ai oublié de vous dire. Alors, un peu d'actualité. Les affaires de Kerry ne vont pas très bien parce que la société Heinz, qui appartient à son épouse et qui produit, entre autres, le ketchup, a réservé l'essentiel de son soutien financier à Bush. Oh, alors c'est normal du ketchup pour la bouche. Ah oui. Ah oui. Bon. Angelina Jolie a été désignée comme la femme la plus sexy de l'année. Ah, dis donc, c'est pas la fille d'Eva Jolie, hein? Non. Mais, cela dit, c'est un pseudonyme, elle s'appelle pas Jolie. Jolie, je crois, non. Vous la connaissez? Non, pas du tout. La plus belle femme sexy. Oui, la femme la plus sexy, ça veut pas dire la plus belle, hein, mais la plus belle sexy. Et alors, il faut peut-être relier ceci et cela. Grâce à un ordinateur et la souris de l'ordinateur, on peut caresser un visage sur l'écran. Oui.
Intéressant, ça. Ah oui? Oui. On peut toucher quelqu'un sans le... On peut, alors le visage, d'accord, mais peut-être le reste. Ah oui. C'est-à-dire que... Ah, ça vous plaît, ça? J'essaie de vous expliquer ce que j'ai pas compris moi-même, mais c'est mon métier. C'est le croisement de l'infographie, de la réalité virtuelle et des interfaces homme-machine. Vous me suivez? Très bien, très bien. Bah voilà, c'est clair quand même. C'est-à-dire qu'on va tâcher l'écran, quoi. C'est excitant, votre truc, là. Hein. Ouais. C'est-à-dire le curseur s'arrête sur des aspérités, donc qui donnent une impression de relief. C'est ça, on peut balader sa souris sur une dame. Quoi. Ah bah, faut se promener le curseur, quoi, bien sûr. C'est un peu tristouné, tout ça, quand même. Oui. Moi, j'ai trouvé ça charmant. J'ai porté ta photo sur mon cœur. Ça, c'était beaucoup plus joli, quand même. Faut dire ce qui est. Une histoire, comme vous les aimez, cher Jean-Claude Brialy. C'est Pierre Tchernia qui nous l'avait raconté. Elle mettait en scène Pierre Brasseur et Dalio. C'était deux copains terrifiants, Brasseur et Dalio, et quand ils avaient un coup dans le nez, Brasseur était retenu un peu par Dalio. Un soir, il est, je sais pas, 11h30 du soir, pas encore très tard, et ils s'en vont dans un grand cabaret russe de l'époque. L'action se passe en 38, quelque chose comme ça. Vous allez voir pourquoi, oui, la date est précise. Et le directeur de l'établissement les voit arriver parce que Brasseur titube déjà un peu et il dit à Dalio, écoutez, c'est terrible parce que il y a le duc de Windsor et la duchesse de Windsor et des amis qui sont là, il faudrait pas que monsieur Brasseur, mais non, et Brasseur entend, il dit, mais non, t'en fais pas, et alors il les assoit tout près de la porte et puis au bout d'un certain temps, le duc et la duchesse de Windsor et leurs amis sortent. Et au moment où le duc et la duchesse passent devant Brasseur, il fait « Bonne bourre, monsieur le duc !» C'est tout à fait lui, hein. Ah, c'était un personnage magnifique. Mais il osait tout. Mais il était un personnage... Il venait me chercher au théâtre d'Onou tous les soirs, parce qu'on disait que j'étais le nouveau Brasseur, ce qui était une erreur. Et il venait me chercher, on allait dîner chez lui, chez sa femme, qui habitait avenue de Suffren. Et il s'arrêtait à tous les cafés. Mais tous les cafés. Il me disait, attends ma vieille, encore un petit verre. Comme ça. Il arrivait complètement cané, il disait, c'est de la faute de ce con, il signe des autographes. Vous voyez, monsieur Perroni, hein? Eh oui. Les bars parallèles, hein? Eh oui. Il y a de jolies pages sur Marcel Pagnol, qui était vraiment un personnage inouï et dont on ne soupçonne pas encore aujourd'hui l'universalité, parce qu'il s'intéressait à tout. Hein. C'était un mathématicien, il est un chercheur, il aimait tout ce qui était... Il cherchait tout ce qui était la géométrie, dans l'espace. Ah, il cherchait le mouvement perpétuel. Tout à fait. Notamment. Bah, il l'a jamais trouvé, hein. Non, mais quand il racontait une histoire pendant le dîner, il était délicieux parce que souvent, comme ça arrive, on raconte la même histoire 2 fois, 3 fois devant les invités. Alors à un moment, il me dit, je te l'ai déjà raconté celle-là. Je dis, mais Marcel, ça n'a aucune importance. Vous la racontez si bien. Il dit, tu comprends, je pars de la vérité et avec la vérité, je lui mets des habits du dimanche. C'est la vérité du dimanche. C'est beau. Il avait écrit un bouquin sur le masque de fer. Il a essayé de percer le secret du masque de fer. Et moi, j'avais la collection complète des œuvres de Pagnol et je me suis autorisé à envoyer le premier livre à Jacqueline Pagnol par l'intermédiaire de quelqu'un qui la connaissait. Et je lui ai dit, j'aimerais tellement que Marcel Pagnol me signe le premier tome. Et le livre, je suis resté 6 mois sans nouvelles et un jour elle m'a renvoyé le livre, Jacqueline Pagnol, en me disant, Monsieur Amadou, je vous envoie, il ne signe même plus les chèques. Alors, il se passionnait également pour la recherche de l'eau, où il était sourcier. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, il avait mis au point une voiture qu'il avait nommée la Topazette, qui était une voiture à 3 roues. Alors, c'était un génie universel. Voilà. Il avait une forme de génie comme ça. Dans la vie, il était si simple. Et c'est bien parce que Topaz va entrer au répertoire de la Comédie Française. C'est vrai, c'est une jolie pièce, difficile. Une pièce formidable. Ah oui.
c'est là où il y a cette réplique extraordinaire qu'on vérifie tous les jours, quand il dit « Les coupables, il vaut mieux les choisir que les chercher, ça gagne du temps ». Ça, c'est extraordinaire. Et c'est tellement vrai. Il s'appelait Castelbenac. Castelbenac. Ouais. Oh, il y a une histoire un peu cruelle, mais tellement belle. C'est Elvire Popesco qui vient de perdre son époux, le comte Foix. Oui, qui était un personnage tout à fait charmant, qui était un peu joueur et qui aimait les courses. Et puis elle l'aimait beaucoup, elle le respectait beaucoup, mais elle le trompait et elle lui interdisait de la tromper. Quand elle y voulait sortir, il avait des petites amies, de temps en temps, il allait au cercle, elle mettait tous ses pantalons dans la baignoire, elle les arrosait, il n'avait pas un pantalon pour sortir. Et puis quand il est mort d'un cancer, après une longue maladie, comme qui a duré assez longtemps, et puis on l'a transporté d'urgence à la clinique, elle l'a veillé, elle était près de lui, et elle jouait en même temps la maman au théâtre Marigny. Et puis il meurt dans la nuit de vendredi à samedi, elle téléphone le lendemain, on annule la représentation de samedi, elle téléphone à la caissière en disant « Allô, c'est madame, oh madame, on pense bien à vous, quel chagrin, quelle tristesse, combien on fait ?» Alors on dit « 80 000 francs madame ». Oh les pauvres, tu rembourses pas, hein, tu reportes. Alors la caissière dit mais bien sûr madame, bien sûr. Surtout on pense à vous, à votre chagrin et tout ça. Le lendemain le téléphone, elle dit allô c'est madame, oh madame, quelle nuit vous avez dû passer? Triste, j'y tiens la main, il est parti, enfin bon là. Combien on fait? Alors on dit 78 000. Ah tu rembourses pas, tu reportes. Puis arrive la soirée, elle dit c'était le dimanche soir parce qu'on jouait à l'époque 2 fois. Et elle leur dit combien on fait? Madame, on fait 100, 2000. J'arrive. Jean Dutour, bonjour. Des exemples de conscience professionnelle. Question de Monsieur Guillaume de Saint-Cyr. Sous quel nom connaît-on mieux, là il est peut-être optimiste, Monsieur Guillaume, Gustave Bonnicosen. Bonnicosen. Qu'est-ce que ce bonhomme-là? Eh ben voilà. Un écrivain français? Je pense que oui, il a été français. Peut-être qu'il avait une ascendance alsacienne. Il vivait à quelle époque? Oh, vous étiez pas encore né, c'est vous dire que c'est loin, hein. Il y a beaucoup de choses. Oui, c'est loin, d'accord, mais enfin pas si loin que ça. Faut pas non, au 19e. Au 19e? Oui. Et il a fleuri dans quel patelin? Ben, il est très connu encore aujourd'hui à Paris, mais dans le monde entier, hein, aussi. Oh, c'est comme un professeur. Non, il vous dit c'est pas Pasteur. Oui, c'est pas Pasteur, c'est pas... Non, à partir du moment où un homme aussi cultivé dit ce n'est pas un tel, je ne peux qu'approuver. Ça n'est pas Eiffel non plus. Non. C'est qui, avez-vous dit? Eiffel. Mais si, c'est Eiffel. Oh, écoutez. Oh là là, je vous présente mes plus plates excuses. Hein. Oui. Mais si, c'est Gustave Eiffel. Oui, parce qu'il avait pris comme nom le nom d'une chaîne de montagne. Eiffel, c'est le nom d'une chaîne de montagne. Ah oui, qui est où? Dans la Seine? En Allemagne. En Allemagne. Monsieur Bouvard, j'aimerais bien un petit mot de remerciement quand même, voyez-vous. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Hein. Je ne savais pas, j'ai vraiment deviné. Bravo. Mais vous voyez les touristes dire où est la tour Bonnicosen? Ça marcherait pas comme ça marche. En Italie, peut-être. Alors, beaucoup plus difficile, parce que je vois à qui j'ai affaire. Question de Monsieur Romain. Au Moyen-Âge, qu'appelait-on des pagaches à grelots? C'est pas pour les lépreux? Des pagaches à grelots? Non, c'était les crécelles pour les crécelles, oui. Les pagaches à grelots. C'est les machins que se mettaient les fous sur la tête. Les bouffons. Oui, c'était ce que portaient les fous, non pas sur la tête. C'était les marottes. Au pied? Au pied. Ouais. Ah, c'était leur chaussure qui était Zavata portait ça toute avec des proportion grelots gardée avec des grelots en Les plus. Gilles aussi aujourd'hui sont comme ça. Et ils ont des grelots. Et ils lancent des mandarines autour d'eux. C'est très joli, enfin c'est charmant. Eh bien, je rappelle que vous êtes mis à 4 pour cette réponse. Jean-Jacques Perroni, Jean-Claude Brialy, Pierre Bellemare et Jean Dutour. On tourne pour la deuxième partie des grosses têtes juste à 18h, jusqu'à 18h sur RTL avec Pierre Bellemare, Jean Amadou, Thierry Roland, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni. Et l'invité d'honneur est Jean-Claude Brialy pour le deuxième tome de ses mémoires. J'ai oublié de vous dire. Une première citation de Monsieur Poupard de Gagny, qui a dit « Quand je vois des mémères dans les stations de sport d'hiver,
Je me dis qu'elle ferait mieux de faire de l'avalanche que du ski. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Jean-Claude Brialy. Alors, un petit peu d'actualité avant de revenir au livre. La presse tabloïde londonienne, dont on connaît généralement l'indiscrétion chronique, implore la duchesse d'York de ne pas montrer ses jambons, fût-ce pour une cause humanitaire, parce qu'elle a annoncé qu'elle allait poser entièrement nue pour une œuvre. Et on lui rappelle qu'elle est quand même la belle-fille, enfin l'ex-belle-fille de la reine d'Angleterre, et qu'elle peut pas... Il vaut mieux que ce soit elle que Camilla, il faut pas déconner non plus. Hein. Oui. Ah ouais. Oui. C'est vrai que c'est une rouquine opulente, mais enfin présentable. Hein. Et la reine, elle a pas de projet là Non, apparemment rigoler aussi, si ça rapporte un peu de pognon, pourquoi pas finalement. Puisque vous intéressez aux Royals, comme on dit, sachez que comme Jean-Pierre Coff, le prince Charles d'Angleterre s'est lancé dans l'épicerie. Ah bon? Il vend, et avec beaucoup, paraît-il, de succès, ses produits bio, qui sont fabriqués avec ce qu'il fait pousser dans son duché de Lancastre. Et quand on va à Londres, on va visiter les musées, il y a une salle où on vend des confitures de la reine. Ah oui? Ah oui, moi je suis allé Les confitures de la reine? Oui. Qu'elle fait elle-même. Non, qui sont autorisés par la reine parce que ce sont ses oui, parce qu'on la voit pas en train de touiller la... Il y a son effigie sur les pots. Mais alors plutôt que de vivre avec Camilla, il devrait épouser la comtesse du Barry. À mon avis. Mais c'est Camilla qui livre? Parce que comme ça, les légumes sont dans le cajot. Hein. Non, mais ça marche bien, l'épicerie de Charles. Et il y en aura d'ailleurs, il y aura ses produits au bon marché à Paris. Très bien. Alors, la grande épicerie. C'est l'épicerie fine. Oui, c'est un concurrent pour vous, ça. Oui, tout à fait. Il fait des produits haut de gamme, toujours bio. Il fait du bacon, des galettes à l'avoine. Il fait du bacon. Il fait du bacon. Il fait du bacon, mais il a raison de faire du bacon. Du bacon, alors. Du bacon, ça vaut mieux, franchement. Il paraît qu'il va vendre l'élixir de Monsieur Paul. Il paraît que ça met en forme. Et de la marmelade d'orange et du thé. Très bon. Et il y a son portrait sur tous les pots. Ah bah bien sûr. Ah ouais, oui, pour les pots, il s'y connaît, hein. Surtout les vieux pots. Hein. Il devrait faire des bols, parce qu'avec les oreilles qu'il a, c'est pratique pour le tenir. Hein, et sur les plus grands emballages, il y a une aquarelle qui a été peinte par le prince lui-même. Parce qu'il manie le pinceau en plus. Oui. Il n'est pas un peintre désagréable, d'ailleurs, il fait pas mal. Tiens, il y a un joli dessin de Willem dans Libération. On voit le jardinier de l'Élysée, c'est-à-dire Monsieur Jacques, qui est en train d'arroser ses deux plantes. Il arrose un pot dans lequel il y a la tête de Villepin qui commence à sortir, mais un tout petit peu. Et puis derrière, il y a Raffarin qui est dans un autre pot, et lui, il est beaucoup plus vigoureux, qui dit je peux encore rester un moment. Et c'est vrai que ça résume bien la situation. Et puis je sais pas si vous avez vu que un chef Sioux avait demandé aux dirigeants du Crazy Horse Saloon de débaptiser leur établissement de spectacle, qui est une injure, pensait-il, faite à la mémoire de Crazy Horse, qui est un pionnier de l'identité indienne. Ils sont venus à Paris, ils ont donné un rendez-vous aux propriétaires actuels qui ne sont pas venus. Voilà. Et donc, ils vont peut-être... Mais il a dit qu'il reviendrait avec plusieurs. Oui. Avec des flèches. Oui. Et alors les plumes, qu'est-ce qu'ils en font? Ils les mettent sur le cul des dames. Sur le cul des dames. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'ils ont déjà gagné aux États-Unis un procès du même genre. Absolument. Alors du côté de Enrique Iglesias et d'Anna Kournikova, là c'est torride. Hein. On les voit, il y a une dizaine de photos qui les représentent l'un sur l'autre. Oh là 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 là. Et la légende, qui quand même est à la limite de ce qu'on peut dire d'une jolie femme, c'est la blonde n'a jamais gagné un tournoi de tennis, mais elle ne s'est pas fait prier pour monter au filet. Ils auraient pu rajouter tenir le manche, vous voyez, comme ça. Vous vous rendez compte, monter au filet, c'est un peu graveleux, là. Elle est jolie. Elle est ravissante. Elle est ravissante. Mais alors, elle est très grande, aussi. Mais c'est une tige, c'est une grande tige, elle. C'était costaud, là, chez les Iglesias. Le père,
le père de Roulio, vous avez vu, il a 83 ans. Oui, 91. Et il vient de se remarier. Oui, il a fait un enfant. Il vient d'avoir un bébé. Oui, oui. Enfin, Il dit tout de même, Roulio, il dit qu'il a quand même une petite sœur où ils ont 65 ans de différence. Deuxième citation de Madame Bresson de Pierrefonds qui a dit « L'été, les vieux cons sont à Deauville, les putes à Saint-Tropez et les autres sont en voiture un peu partout. » Michel Audiard. Michel Audiard. Hein, Jacques Maillot a battu d'une courte poitrine Jean-Jacques Perroni. Alors, je reviens à J'ai oublié de vous dire, où on voit d'ailleurs l'auteur sur une photo qui me paraît datée un petit peu. Oui, parce que le premier, il y avait ma tête d'aujourd'hui, donc j'ai mis la tête d'hier sur le deuxième. C'est la tête d'avant-hier, ça. Bah, si vous voulez, il y a 35 ans, oui. Et qu'est-ce que vous avez sous le nez? C'est pas une moustache? Un papillon. Ah, c'est un papillon. Pour faire mystérieux. Ah, pourquoi un papillon sous le nez? Parce que je trouvais ça beau. D'habitude, c'est sur les pare-brises. C'est une photo que personne n'avait vue, que j'ai voulu qu'on voit, voilà, parce qu'elle était belle. Bah oui, mais du coup, alors, on vous reconnaît plus. Un petit peu, quand même. Et on perd votre sourire d'il y a 60 ans. Non, je suis méchant. Oh ben, riez pas nerveusement comme ça, monsieur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Bellemare, j'ai du courrier pour vous. Ah bon, oui. C'est deux de nos correspondants habituels. Pardon? Les frères Alain et Bruno Follenfant qui vous souhaitent votre anniversaire. Oui, un peu en avance. Ça commence comme ça. Oui. Le 21 octobre 1929, et donc c'est incessamment sous peu. Oui, hein, tout à fait, oui. Naissait un bébé, c'est un peu normal que le jour de la naissance ce soit un bébé. 9 livres et demi. Qui allait devenir un génie de la vente, du journalisme et de la radio. Et on s'adresse à vous, mais je ne suis que le facteur. Oui, je vous en prie. Vous connaissez tout sur tout et aucun produit de consommation ne vous est inconnu. Ah, dis donc. Beau compliment. On parle de votre classe naturelle, j'atteste que vous vous forcez pas. On parle de vos nombreuses liaisons amoureuses. Non, ça c'est moi qui l'ai. Je m'en doute. Oui. Mais permettez-moi de vous fabriquer un passé, puisque dans ce domaine vous n'avez rien. Ben, je sais bien. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous allez avoir, puisque moi je l'ignorais, mais les frères Follenfant le précisent, 75 printemps. Eh oui. magnifique. Ah, bravo. Bien conservé. Et vous avez donc 2 mois pour vous y habituer. Car 2 mois plus tard, vous connaissez la même aventure, mon petit madame. Hein? Bon. Avoir 75 ans. Ben c'est bien, les 3 quarts de siècle, c'est bien. Mais se dire que dans le meilleur des cas, dans 5 ans, on en aura 80, ça donne un coup de vieux. Non, ça, pas du tout. Mais quand on a vu dans la même émission, quand on a vu Jean-Pierre et de la forme qu'il avait physiquement quand il est venu à cet emplacement, hein, c'était pas mal quand même. Hein. Mais c'est un cas, Jean-Pierre. Kersozon était sur le derrière. Parce que je me souviens, mais Jean-Pierre, il est très sérieux. Il ne boit pas, il fait de la gymnastique tous les jours. Il fait beaucoup de sport. Il vit avec Françoise Dorin, tout ça, c'est... Ah oui, ça, c'est vrai, ça. Non, parce qu'elle est sage. Oui. Et quand tu es né, mon cher Pierre, je commençais à ouvrir les yeux. Ah bah oui, c'est vrai, tu es mon aîné, c'est vrai. De 21 jours. De 21 jours. Ah oui, c'est une bonne cuvée, hein. Ouais. 76 aussi, parce que Jeanne Moreau, Lynn Renaud ont 76 ans, t'as vu la forme qu'elle a pas qu'elles ont. Ah ouais. Alors, vous parlez de plein de personnages connus, et puis d'un personnage anonyme et emblématique, une femme que vous avez connue dans votre enfance, mais celle-là pas bibliquement, et qui est restée dans votre mémoire en train de moudre le café. Ah oui. Oui, non, j'avais 10 ans et j'étais dans le Puy-de-Dôme chez ma grand-mère. Et à côté, il y avait une maison mystérieuse, je pense d'ailleurs que c'était un bordel, où les volets étaient toujours fermés. Et un jour, je me suis faufilé pour aller voir ce qui se passait. Et je suis entré dans une pièce où il y avait une dame qui tirait les cartes. Alors, elle faisait le mar de café, elle tirait les cartes, elle était assez belle, elle avait une 50aine d'années, elle avait une peau très claire, avec des yeux très, très faits, ça sentait l'encens, ça sentait un parfum un peu lourd de tubéreuse. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais là, mon petit garçon? Je dis, je suis votre voisin, madame. Ah, c'est ta grand-mère qu'elle a... Oui, enfin, une petite conversation banale. Puis elle dit, tiens, assieds-toi, je vais te faire les cartes. J'étais terrorisé, parce que j'allais à la messe tous les dimanches. Enfin, je dis, je le dirai pas, comme un péché, c'est un péché véniel. Hein. Alors, je me suis assis.
Et puis elle m'a tiré les cartes, elle m'a dit que je serais artiste. Vous n'avez pas tiré autre chose? Non, ça c'était la libraire, plus tard. Non, mais j'avais 10 ans. Non, elle m'a dit, tu vas faire un métier d'artiste, tu vas être connu, et puis tu écriras plus tard. Alors j'ai dit, j'écrirai plus tard, parce que je n'étais pas mauvais en français, mais je n'étais pas premier. Alors elle m'a dit, oui, tu écriras des lettres d'amour. Alors voilà. Ah, dites donc. Un jour, il faudra que vous publiez vos lettres d'amour. Oui, j'ai écrit beaucoup quand j'étais plus jeune. Maintenant, c'est des fax. avec le prix. Mais alors, le moulin à café reste un symbole d'une... c'est très joli d'avoir moulin à café d'entre les jambes. Je me rappelle mes tantes ou mes grands-mères à la campagne qui moulaient le café. Entre les cuisses. Le moulin Peugeot, car c'était toujours un Peugeot. En faisant très attention que le tiroir se trouve du bon côté pour pas qu'il tombe par terre. Oui, tout à fait. Non, mais les jambes écartées, les tabliers relevés, c'était très érotique, je trouve. Ah oui? Ça vous a jamais semblé? Vous n'avez jamais été à la campagne, vous? Il y avait aussi dans les orchestres féminins les violoncellistes. Ça, c'était. Oui, c'était la grande légère estrade. La grande Lulu, elle a remplacé le moulin à café par un petit noir. On ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Hein. Et votre premier moulin à parole, vous l'avez eu quand? C'est Bouvard qui me l'a inventé, qui me l'a vendu. Alors, il y a plein d'anecdotes peu connues, ou pas du tout connues, dans le livre de Jean-Claude Brialy. Il y a des portraits de gens dont il était déjà question dans le premier tome, mais ils sont plus fouillés, plus écrits aussi. Et il y a alors le mariage assez haut en couleur de Jules Berry, joueur invétéré et compulsif, avec une charmante comédienne, Jeanne Marken. Absolument, j'ai tourné 3 films avec elle. Et chaque fois que je voyais quelqu'un qui connaissait Jules Berry, qui était mon modèle, je lui faisais raconter sa vie. Et Jeanne Marken était assez ronde, comme ça, mousseuse, avec des cheveux blonds, un très joli rire. Elle a fait des films de Renoir, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Aparté de campagne, où elle est magnifique. Et puis elle a tourné aussi dans Les Enfants du Paradis, où elle dit « Oh, monsieur Frédéric », quand elle faisait la dame, la taulière de l'hôtel Borgne, dans lequel Pierre Brasseur habitait. Et donc elle me racontait Jules Berry. Jules Berry, c'est un personnage extravagant, parce que d'abord c'est un grand acteur, mais il n'aimait que 2 choses dans la vie. Enfin, il aimait un peu le cinéma, mais il aimait beaucoup d'abord les chevaux, les courses, le jeu et les femmes. Et puis il fumait pas mal de cigarettes, 3 paquets par jour. Alors il perdait tout ce qu'il avait au jeu, et ça a été un enfer. Et pendant 10 ans, il a vécu avec Jeanne Marken, et tous les ans, il lui disait « Ah, cette année, je vais t'épouser, je te promets que je vais t'épouser ». Alors elle était amoureuse, elle était jeune, elle était innocente. Et puis un jour, il est arrivé dans la chambre, il lui a dit « Ça y est, ce matin, on se marie ». Alors elle lui dit « Écoute, Jules, assieds-toi, couche-toi, tu as vu l'heure, il est 7h du matin, tu es fatigué, tu as bu ». Non, on va se marier. Regarde par la fenêtre, j'ai gagné une voiture cette nuit. Elle se penche à la fenêtre, elle voit une vieille voiture, une espèce de Suza, décapotable, superbe, qu'il avait gagnée au jeu. Et il lui dit, voilà, on va se marier tout de suite à 10h, et après on part en voyage de noces avec la voiture. Alors elle lui dit, mais comment tu vas... Mais il faut publier les bancs, elle dit, je me suis tard, il avait payé un copain qui était maire, il avait trouvé 2 clochards pour être des témoins, et il lui dit, habille-toi vite, et moi je vais me changer. Le temps qu'il sorte pendant 1 heure, 1 heure et demie, pour prendre un café dehors, il remonte, il avait perdu la voiture au jeu, et il a épousé quand même Jeanne, mais au bout de 2 ans, ils se sont séparés. Elle avait mis sur son oreiller « J'ai assez ri ». Elle l'a quitté comme ça. C'était un personnage... Mais je raconte une chose, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez d'un acteur qui s'appelait Lefebvre, qui était... René Lefebvre. René Lefebvre. Ah, René Lefebvre. Qui était en même temps collaborateur du Canard enchaîné. Un très bon acteur, et un bonhomme charmant. Et un jour, j'ai fait l'émission de télévision pour rendre hommage à Jules Berry. Alors je téléphone à Michel Simon, qui me dit, je viens, parce que c'était de la vie de Michel Simon. Et puis au dernier moment, Michel Simon se décommande. Alors je me trouve paniqué le jour même, parce que c'était en direct. J'appelle René Lefebvre, que je ne connaissais pas, qui me dit « C'est payé ?» Je dis non. Il me dit « On viendra me chercher ?» Oui, il viendra me chercher. Il habitait en banlieue. Il arrive à l'émission.
Et je dis, je vous remercierai jamais assez, monsieur Lefebvre, de venir parler de votre ami Jules Berry. Alors, asseyez-vous, la caméra arrive. Alors, on parle des grands films qu'il avait fait, donc Jean de la Lune avec Madeleine Renaud, tout ça. Puis tout d'un coup, je dis, alors, parlez-nous de Jules Berry, pas de l'acteur, puisqu'on vient de voir des extraits des Visiteurs du Soir, des grands films qu'il a fait, mais de l'homme, comment était-il dans la vie. Il regarde la caméra et il dit, tu me dois 500 francs. Et il n'a dit que ça pendant l'émission. Il avait une dette de 500 francs avec Lefebvre, et Lefebvre a réclamé à son ami Jules Berry, mort depuis 7 ans, 500 francs. Mais il y a une chose, vous connaissez monsieur André? Oui, vous l'avez raconté dans le premier tome. Dans le premier tome, vous parliez déjà des infidélités d'Yvonne Printemps, mais vous ne précisiez pas que c'était grâce au grand magasin du Printemps. C'est vrai, Printemps, oui, ou le Galerie Lafayette. Elle entrait, comme Sacha Guitry faisait suivre Yvonne Printemps, par son chauffeur, qui était une espèce d'espion. Alors elle avait trouvé un truc, Yvonne, elle se faisait arrêter devant le magasin. Elle avait une copine qui lui préparait des paquets. Elle traversait le magasin, elle prenait un autre taxi de l'autre côté. Elle allait voir son amant. Elle revenait avec des 1000 paquets. Elle disait, il y avait un monde. Monsieur va être très mécontent, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Et puis elle s'était envoyée en l'air avec un ami de l'autre côté ça, c'est bien joué. Du magasin. Et d'ailleurs, dans La Jalousie, dans la deuxième version de La Jalousie, Sacha Guitry met c'est en disant, est-ce que vous connaissez le coup du printemps? Il y a une anecdote sur Philippine de Rothschild qui m'a beaucoup réjoui. Vous en souvenez? Oui. Elle jouait la comédie, parce qu'à l'époque, elle était à la comédie française. Elle jouait à Rôle des Maudes avec Madeleine Renaud, et c'était au théâtre du Rond-Point. Et puis, elle était magnifique, elle jouait la mère. Et puis, tout d'un coup, elle jouait avec un garçon qui s'appelle Yves Gasque, qui est un très grand acteur, et ils se sont connus à la Comédie Française. Donc, ils étaient très amis. Et tous les soirs, avant l'entrée, il y avait un noir, il y avait un premier tableau, puis un noir, et elle entrait en scène. Et pendant le noir, Philippine mettait sa main sur la braguette de Yves Gasque en disant « Quel dommage que tu ne veuilles pas », et elle entrait en scène. Et à la 100e, il a mis le pompier de service à sa place, et Philippine, qui est myope comme une taupe, et qui en plus était dans le noir, touche la braguette de son camarade, croyant que c'était Yves Gasque, c'était le pompier. Et elle lui dit, ah, quel dommage. Et d'un coup, pof, elle sent un mouvement. Alors elle est atterrée en disant, j'ai fait un miracle. Elle entre en scène, elle est très troublée. Elle comprenait pas que le pompier la suive pendant toute la présentation. Et de myope, elle est devenue presbyte. Elle avait épousé Jacques Cérès, ou? Ouais. Une question de M. Tricon, mais une question intelligente. Hein. Que faisait régulièrement Berlioz sur la tombe commune, parce qu'il les avait fait enterrer ensemble, de ses 2 premières épouses? Il jouait du violon? Non. C'était plutôt de la guitare. Non. Il venait casser la croûte? Non. Il leur chantait ses partitions? Non. C'est sexuel? Oh, pas du tout. Bah, vous savez, hein, bon. Ouais. C'est limité, là. Hein. Encore que dans les cimetières, il s'en passe, mais bon. Il nettoyait la tombe? Ah ben, il veillait, oui, pour ça, parce qu'elle soit quand même assez propre. Il boire un coup, il se rinçait la dalle, quoi. Non. Il se couchait. Il dormait. Il se couchait Il dormait une nuit par semaine. Il venait dormir avec entre les deux. Oh. Ouais. Ah oui, il était spécial. Oh là là. Ah oui, ça. Oh là là. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Une question de Monsieur Félix pour un ancien journaliste sportif. Pour quelle raison le tennisman croate Goran Ivanisevic dut-il quitter le tournoi de Vienne en 1996? Parce qu'il avait cassé toutes ses raquettes? Il avait cassé toutes ses raquettes. Bonne réponse de Thierry Roland. Bravo. Et c'est d'un homme comme ça qu'on se prive. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL, Pierre Bellemare, Jean Amadou, Thierry Roland, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni et l'invité d'honneur est Jean-Claude Brialy. Question de... Ah, encore pour un journaliste sportif. Question de Madame Romer. À quelle partie du corps s'arrête le chronomètre au passage de la ligne d'arrivée d'une course? Le buste? La poitrine. Le buste, oui.
La ceinture? Non. Ah ben non, c'est pour Les épaules, les épaules. Les épaules. Bonne réponse de Thierry Roland. C'est pourquoi d'ailleurs il précipite le corps en avant pour que les Ah oui. pour gagner encore. Merci de le préciser parce qu'on n'aurait pas imaginé semblable duplicité. Et les nageurs, ils font ça au départ. Question de Madame Levasseur. À quel événement la reine Élisabeth de Belgique assista-t-elle en Afrique en 1923 en compagnie de 2 Anglais? 1923. Alors c'était au Congo belge, qui n'était pas encore belge. Non. Vous pouvez peut-être, pour meubler, nous parler du Congo belge? Oui, volontiers. C'était une propriété privée, je vous le rappelle. C'est quand même le seul territoire qui a été une propriété privée. Ça, c'était la propriété, personnelle. Hein. De Léopold, absolument. Ah, c'est énorme en plus. Ah, hein. bah, colossal. Elle a été inaugurée un hôpital, non? Non. Un théâtre? Non. C'est la rencontre Livingstone. Non. Non. C'est un spectacle? C'est un spectacle? C'était Non, c'est pas un sud, à l'extrême sud de l'Afrique. Non. Non, c'était en Afrique, mais pas à l'extrême sud. Pas l'Afrique du Sud. Non. Ça n'a rien à voir avec le prince impérial. Non. Une éruption volcanique. Je vous suis reconnaissant de le préciser. C'était en Afrique francophone, c'était? Non, c'était pas francophone. Ah. Ça se passait au Kenya. Non. Au Nigeria? Non. Non. Ah, Au non, Ghana? Non, ça se passait en Égypte. En Égypte. C'est le canal de Suez. C'est un rapport. Non. Non, c'est la sortie de Randolph Carter de la pyramide. C'est Toutankhamon. C'est Toutankhamon. C'est en effet la découverte par C'est les Anglais. l'ouverture de la tombe de Toutankhamon avec Lord Carnarvon et Howard Carter. Le début du Et les malédictions qui, paraît-il, s'en suivirent. Encore que là, totalement bidon, mais c'est Carter a assisté à l'ouverture du tombeau de Toutankhamon en 23. Oui. Oui, il fait pas son âge. Il a laissé des cacahuètes et il est parti. À propos de Livingstone, on en parlait à l'instant là. Il y a le fils de Churchill était un personnage assez étrange et assez Randolph. assez raciste d'ailleurs. Et un jour à l'ONU, il a vu le délégué anglais qui était entouré de 7 ou 8 Africains. Et il s'est approché de lui et lui a fait Dr Livingstone, I presume. Il y a une autre reine Élisabeth dont vous parlez dans votre livre, mais c'est la reine Élisabeth d'Angleterre. Oui, comme les enfants, j'ai été content d'être convié à l'Élysée pour le dîner que le président de la République a donné pour la reine. Et à force d'en parler, d'en rigoler, je voulais le voir de près, comme j'aurais voulu voir Jeanne d'Arc ou Louis XIV. Et j'ai été très surpris par le charme, alors que sur les photos, elle a l'air d'une mémère et d'une femme un peu figée. Et j'ai été très frappé par le charme qu'elle a dans la vie. Et alors, disons, la patience. Peut-être parce que vous lui plaisiez. Pas du tout, elle ne savait pas qui j'étais. On était une centaine à être présentés devant elle. Le président de la République se penchait très gentiment, d'une façon même un peu familière. Et quand je suis passé, il a dit c'est un grand acteur. J'ai vu qu'elle, dans ses yeux, un grand vide. On n'avait pas le droit de donner la main. C'est elle qui vous tendait la main. Et on a le droit de défleurer les doigts, simplement. Elle a fait un discours en français, mais sans accent, éblouissant, de drôlerie. Et puis après, elle était dans un salon où elle saluait. Enfin, on voyait les gens, c'était extraordinaire de voir les gens qui voulaient parler à la reine d'Angleterre. Alors moi, je parle très mal l'anglais, mais elle parle très bien le français. Mais les gens qui... Vous êtes approché pour lui dire un mot? Non, mais je la regardais faire, elle souriait, elle répondait. Et quand elle a vu Philippe de Gaulle, elle lui a dit « Vous êtes vraiment le portrait de votre père. » Ah oui, physionomiste en plus. Elle avait commencé par travailler dans les casinos. Et le duc d'Édimbourg avait l'air de bien s'emmerder, par contre. Ah bah oui. Mais alors lui, il était beau. Ah oui, mais beau. Ouais. Mais j'ai connu dans le temps, moi. Et après, vous l'avez regardé partir dans sa... Ah, c'était extraordinaire. Ça, je voulais dire que j'ai jamais vu ça. Madame Chirac va accompagner, la voiture de la reine était arrivée dans le jardin, pas devant le perron, derrière. Il pleuvait un petit peu. Le président va accompagner la reine sous la pluie. Alors, il y avait des parapluies partout avec des chambellans et tout ça. Et puis je vois la reine, elle monte dans c'est une Daimler avec ses armes qui ont remplacé le dé habituel. Elle monte dans la voiture et la lumière s'allume. J'ai jamais vu ça. Et elle a un siège qui monte. Moi, j'ai un réfrigérateur comme ça. Vous ouvrez la porte. Pour qu'elle soit à la hauteur de la vitre, pour pas qu'elle soit enfoncée dans la... Et elle salue. Alors, ça monte.
là ça s'allume, elle a un projecteur sur elle et puis elle part en salon. C'est extraordinaire. Très bien ça. Et pourquoi voulez-vous qu'elle soit enfoncée dans sa voiture? C'est élégant ça, Philippe. Vous êtes content de vous. Ou alors, je tiens à préciser que le duc d'Édimbourg et le prince consort étaient à la même hauteur. Ah oui, Oui. évidemment. Ah oui, mais bon, elle a en plus une belle voiture. Hein. Ah oui, vraiment belle voiture. Ouais. Elle pourrait la prêter à Sarkozy si le siège monte quand on s'assoit dedans. Alors, nous allons maintenant parler du premier championnat de France d'aquariophilie. Vous voyez ce que ça peut être, l'aquariophilie? On fait des aquarelles dans l'eau. Non, c'est les amateurs d'aquarium. Oui. Docteur Klein, bonjour. Bonjour, monsieur Philippe Bouvard. Vous êtes vétérinaire. Bon, vous soignez beaucoup de poissons rouges? Non, pas vraiment, mais ça m'est arrivé d'en soigner. Oui. Parce que les poissons, qu'ils soient rouges ou pas rouges, on les soigne rarement individuellement. Quoique, cela arrive. Et il y a des poissons, par exemple au Japon, les carpes koi dont vous avez entendu parler, bien sûr, qui sont très très coûteux. Il y en a qui valent des millions. Oui. Je dis bien. Et puis les grands amateurs japonais ont même un vétérinaire attitré pour un poisson. Il y a combien d'amateurs d'aquarium en France? Eh bien, il y a une dizaine d'années, je me souviens, on parlait d'1,5 million. Je crois qu'à l'heure actuelle, on a facilement doublé le chiffre. Mais l'aquariophilie, c'est pas seulement du décor et le plaisir de la beauté que les animaux et les plantes peuvent offrir, mais c'est justement le respect de la nature. Aujourd'hui, s'il y a autant d'aquariophiles, c'est qu'ils veulent recréer un coin de nature vrai dans nos cages à lapins, si je peux dire. Oui, bien sûr. Les lapins et les poissons. C'est très profond qu'on pensait et c'est très important pour notre société. Puis c'est décoratif dans un salon, un aquarium. Mais c'est décoratif, mais regardez par exemple, c'est anxiolytique. Vous savez, les salles d'attente de dentiste, par exemple, ils en ont beaucoup chez les psychiatres et dans bien d'autres lieux. Et regardez, même à la télévision, ce matin, à Télématin, je voyais un médecin qui a été interviewé. Il y avait un aquarium derrière lui. Et ce décor sert d'anxiolytique pour les patients. Moi, j'en ai un, je vois Patrick Poivre d'Arvor tous les soirs dedans. C'est très joli. Oui, il apparaît au milieu. C'est très joli. Et autour du théâtre de Jacques Maillot, nous voyons tous les soirs un certain nombre de morues que nous étudions avec beaucoup d'attention d'ailleurs. Mais vous avez raison, docteur Klein, à la télévision, il n'y a pas seulement le clip du feu de cheminée, il y a celui des poissons rouges qui tournent dans un aquarium si on a la cassette, on peut se le projeter. Le poisson rouge peut reconnaître son maître? Oh oui. Ah ben, rouge ou pas rouge, ils reconnaissent parfaitement, ils reconnaissent les gens. Et il devient rouge de plaisir alors à ce moment-là? Non, ça c'est l'arrêt. Non, mais vous rigolez, mais vous savez, l'aquarium... On rigole, c'est pas le genre de la maison, docteur. Non, pas avec ces choses-là. Moi, au milieu de la nature, monsieur Klein, j'ai fait, moi, un magnifique bassin plein de magnifiques poissons. Ça a duré 1 an. Au bout d'1 an, j'en ai plus un seul parce que les gens sont venus les manger. Si tu n'avais pas mis un brochet dedans aussi, peut-être que tu les regardais. Ah oui, mais tout l'art de l'aquariophilie, c'est justement d'avoir des poissons qui vivent heureux, bien et longtemps, et qu'il n'y a pas de problème. Évidemment, ce n'est pas parfait, mais l'étude et l'observation justement des poissons offre un monde énorme qui est une très bonne leçon pour les humains. Merci, docteur. Merci, docteur. Dites donc, il y a une histoire de poisson aussi avec Barbara. Ah oui. Elle savait pas faire la cuisine du tout, et puis je le savais. Elle mangeait un cornichon ou du zan. Alors un jour, elle me dit, je vais te faire à manger. J'ai dit, non, tu restes tranquille. Tu te mets au piano, tu chantes, tu joues, tout ça, mais tu fais pas la cuisine. Alors elle voulait absolument, parce qu'elle disait qu'on allait se marier. Donc elle me dit, non, je vais te montrer que je sais faire la cuisine quand je veux. Bon, très bien. J'arrive chez elle, elle habitait à ce moment la porte de Saint-Cloud. Elle avait un duplex. J'entre dans l'appartement, elle avait un long couloir qui donnait sur des salons. Et à gauche, il y avait la cuisine qui était tout en longueur. Et je la vois appuyée sur le chambranle de la porte, avec son déshabillé noir. Elle jetait des poissons dans une poêle à 1 kilomètre de là. Elle ratait, comme elle est myope, elle ratait 1 fois sur 2, ça tombait, les poissons tombaient par terre, et elle voulait que je mange ça. Barbara a
une très jolie histoire d'amour qui a duré 3 ou 4 ans avec mon ami Delzu. Et quel couple, dites donc. c'était formidable. Non, parce qu'il était tout petit, elle très grande. Superbe histoire d'amour. Et ils habitaient un tout petit appartement, tout petit vraiment. Et elle l'a tanné pendant des mois pour avoir un piano à queue. Et finalement, il a cédé, il a fait monter un piano à queue dans ce logement. Ça a été un bordel épouvantable pour le monter par l'escalier. Et une fois que le piano était à queue, elle était installée, le lendemain, elle est partie, elle l'a quitté. Elle était fantasque. On en profite. Suite et fin des grosses têtes pour aujourd'hui avec Philippe Bouvard et Pierre Bellemare, Jean Amadou, Thierry Roland, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni et l'invité d'honneur Jean-Claude Brialy pour le 2e tome de ses mémoires. J'ai oublié de vous dire. Un dîner hédoniste organisé mais à Tokyo, donc faudra y aller. Ils ont des tout petits oiseaux, les Japonais. Par Joël Robuchon, et il faudra payer 1 million de yens, c'est-à-dire 7 500 €. Ah oui, d'accord. Mais pour ce prix-là, vous aurez 19 plats et 19 vins qui iront avec. Et sortir dans un drôle d'état. Ah oui. Mais on peut pas manger 19 plats. Non. Et c'est, enfin attention, ce sont des menus dégustations. Et c'est le fameux critique vinicole américain Robert Parker qui choisit les vins. Ils vont pas être déçus. Ça va pas être terrible. Ils vont pas être déçus. Ils vont pas être déçus. Ça va sentir le bois, tout ça, le chêne. Et après, alors en sortant, américain, quoi. Oui. En sortant du restaurant, vous avez la possibilité, si vous êtes dans le bon quartier, ça va commencer à ouvrir, de vous brosser les dents dans la rue. Ça c'est agréable. Pas possible. Ça c'est des trucs. Ça alors là, c'est souvent. On ouvre des points dentaires parce que les dentistes disent qu'il faut se laver les dents 3 fois par jour. Or, on ne rentre pas chez soi après souvent à la mi-journée. Donc, on ouvre des petites stations. Ah oui, comme pour faire pipi, quoi. Voilà. Comme pour faire pipi. Vous pouvez même faire pipi en même temps. Et on vous donne de quoi vous brosser les dents pour 20 centimes d'euros. Oui, c'est rien. Une petite brosse jetable. Quoi, une petite brosse jetable, un peu de dentifrice et un petit manuel de conseils d'hygiène bucco-dentaire. Voilà. C'est comme un kiosque à journaux, mais bon. La grande Lulu pourra y aller entre 2 clients. C'est un côté pratique que je n'avais pas imaginé, mais tu as raison. C'est bien. Et Mistinguett, alors, autre monstre sacré, qui était un personnage inouï. On ne se rend pas compte aujourd'hui, sauf à vous lire, de l'importance qu'elle prenait dans la mythologie de son époque. Non, une vraie star. Et puis en même temps une travailleuse acharnée. Un jour j'ai rencontré un de ces vieux boys qui avait 80 ans et qui était le rescapé de cette époque et qui était pédé comme un phoque et qui m'a dit cette chose extraordinaire. Il m'a dit que tous les danseurs de Mist, elle les choisissait homosexuels, tous. Ils étaient une vingtaine et elle les obligeait en tournée à dormir dans sa chambre. Alors ils étaient tous par terre où ils faisaient ce que vous pouvez imaginer. Elle montait sur son lit qui était comme une espèce de trône et elle disait « On ne monte pas !» Et puis vous racontez qu'elle prenait pas de taxi. Non, à la fin de sa vie, elle était tellement avare que d'abord elle était kleptomane, elle volait tout ce qu'elle voyait sur les tables, les couverts, les boîtes d'allumettes. Un jour, elle a dit à son chauffeur, elle s'arrêtait à la Société Générale tout le temps, elle disait c'est pour vous, c'est votre coffre. Alors quand elle est morte, il était content, on lui a dit, le notaire lui a dit, vous avez vraiment un coffre? Alors comme elle mentait beaucoup, il a dit ah bon, très bien, et est allé avec des boîtes d'allumettes, des cendriers, tout ce qu'elle avait volé sur les tables. Mais elle était incroyable parce que elle habitait boulevard des Italiens, juste à côté de l'Olympia. Alors pour marcher, elle avait 82 ans. Elle allait faire une petite promenade jusqu'à Richelieu-Drouot. Puis là, elle était fatiguée. Alors pour pas prendre un taxi, elle attendait le feu rouge. Elle montait dans une voiture. Elle disait c'est la mise chez moi. Et un jour, elle se promenait avec Arletty bras dessus bras dessous. Arletty l'aimait beaucoup et Mistinguett et Arletty se promenaient toutes les deux sur le boulevard des Italiens. Et tout d'un coup, il y a une fille qui dit oh c'est la mise. Elle ressemblait à une guenon. Elle était vieille et vilaine. Alors elle dit c'est
la Miss. Alors elle lui dit, je peux avoir un autographe? Alors la Miss dit, bien sûr, très heureuse. Alors elle lui signe avec sa grande écriture très large. Elle met Mistinguett et elle dit à Arletty, ça, c'est Paris. Et elles font 15 mètres et elle arrive à monsieur qui dit, oh Arletty, je peux avoir l'autographe? Et on entend la Miss qui dit, quel con. On apprend que la grande Zoa, c'est vous qui auriez dû la chanter? Absolument. Frédéric Breton un jour me téléphone en me disant, je viens de faire une chanson, c'est pour les Carpentiers, c'est tout à fait pour toi. Alors je dis, oui, c'est quoi? Alors, j'entends la grande Zoa. Je dis, écoute, je trouve ça très drôle et formidable, mais c'est pas pour moi. D'ailleurs, ma mère et mon père seraient tombés raides morts devant la télévision. Alors il me dit, mais t'as qu'à mettre juste un petit bout de plume, t'as pas besoin de mettre un boa. J'ai dit, non mais attends, tu rigoles, tu me vois pas chanter la grande Zoa. Alors j'ai dit, par contre c'est pour Régine. Alors il me dit, c'est une connasse, genre elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, il n'est pas question que Régine chante cette chanson. Alors je téléphone à Régine, je dis, écoute, je viens d'entendre une chanson formidable qu'on a fait pour moi, mais c'est pas pour moi, c'est pour toi, et c'est la grande Zoa. Alors elle me dit, oh c'est qui Breton, c'est un con, enfin tout ça. Bon. Alors comme elle est intelligente et maligne, je lui ai dit, vraiment je te jure que la chanson est formidable, je vais t'envoyer la petite cassette tout de suite pour que tu l'écoutes. Elle l'écoute, comme elle est pas bête, elle trouve ça formidable, elle appelle Breton, elle lui paye un petit peu de champagne, il s'arrange, il se réconcilie, et c'est devenu la chanson de Régine, voilà. Et je ne touche rien là-dessus. Pourquoi êtes-vous méchant avec la Gay Pride? Je ne suis pas méchant avec la Gay Pride. Quand on me parle d'homosexualité, je pense que c'est une chose sérieuse et que l'amour, quand il y a l'amour, on n'a pas à se moquer des homosexuels. Et il ne faut pas que les homosexuels prêtent à rire. Je veux dire que quand moi je suis pour le Pacs, je ne suis pas pour le mariage. Je trouve que le Pacs, d'abord les hétérosexuels ne se marient plus. Donc pourquoi voulez-vous que les homosexuels se marient? Et puis par contre que le Pacs soit amélioré, qu'ils aient les mêmes droits que des gens qu'on appelle normaux, et puis se déguiser en filles avec des grosses poitrines, défiler dans les rues, je trouve ça, c'est caricaturer l'homosexualité, et c'est après on n'est pas étonné que les gens vous montent du doigt ou se moquent. Vous savez, quand j'ai joué la pièce Poste Restante, la pièce de Noël Coward avec Lynn Renaud, le nombre de mères de famille, de pères de famille ou de filles ou de garçons qui sont venus nous voir, Lynn et moi, pour nous dire merci de jouer cette pièce courageuse. Elle n'était pas courageuse du tout, mais on parlait de l'homosexualité normalement, parce que j'ai été jeté de mon usine, j'ai été jeté de mon bureau parce que je suis homosexuel en 2003. Pas en 2004. Et quand je disais dans la pièce, quand Lynn Renaud me disait à un moment donné, mais finalement tu n'es qu'un vieux pédé, les gens applaudissaient. Ils riaient. C'est-à-dire que c'est pas encore, c'est encore tabou. C'est vrai. Bah oui, il faudrait simplement le droit à l'indifférence. Absolument. Ouais. Cela dit, moi je suis beau, ça me choque pas du tout la Gay Pride. Je serais également pour un grand défilé des hétéros sur les Champs-Élysées. Oui, vous soyez en tête, parce que vous êtes tout petit. En train de pousser. Ça fait 50 ans que je connais Philippe, il m'a jamais fait d'avance. Je tiens à préciser. Bon, vous êtes tellement riche. Dernière citation de Monsieur Mosca qui a dit: l'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une Pagnol. C'est Marcel Pagnol. Bonne réponse de Jean-Claude Brialy, dont, vous l'avez compris, nous vous conseillons tous chaleureusement le 2e livre de mémoire. J'ai oublié de vous dire. À demain.